Bonjour et bienvenue sur Investesis, la chaîne d'analyse fondamentale. Aujourd'hui, nous allons aborder Essilor Luxottica. Pour mettre un premier contexte, Essilor Luxottica est une grande entreprise dans la lunetterie et verrerie médicale et solaire. Elle a d'autres domaines d'activité en lien avec son core business. Elle est caractérisée par une large offre de produits et une intégration verticale assez imposante pour être détaillée par la suite. Par sa position de leader, l'essentiel de la thèse d'investissement est de comprendre pourquoi elle occupe cette place. Il faut donc également se questionner sur la place de l'entreprise à horizon de 5, 10 ou 20 ans. L'hypothèse de réponse à 5 ans est en continuité de l'état actuel de l'entreprise. À plus long terme, il faudra recentrer la question sur le business cœur et ses potentielles mutations. Et Silor naît en 1972 de la fusion d'Essel et de Silor, mais ses racines sont plus anciennes. La branche Essel remonte à la Société des lunetiers, issue de l'Association fraternelle des ouvriers lunetiers fondée à Paris en 1849. Cette origine compte car elle inscrit Essilor dans une histoire longue de fabrication optique, de savoir-faire industriel et de relations avec les professionnels de la vue. Essilor met en avant d'avoir montré qu'un verre ophtalmique peut rester un produit premium lorsqu'il est soutenu par la R&D, la prescription, les traitements, les laboratoires et la formation des opticiens. Le verre correcteur pourrait devenir une commodité si l'on ne vendait pas qu'une plaque transparente taillée à la bonne correction. Essilor a justement construit sa valeur contre cette banalisation. Le groupe a empilé des innovations, comme par exemple Varilux pour les verres progressifs, Chrysal pour les traitements des verres, Transition pour le photochromique, Aizen pour les usages digitaux, puis Stellest pour la gestion de la myopie. Le point important est que ces produits ne sont pas seulement des noms de gamme, ces produits donnent à l'opticien une raison de vendre une marge et autre chose qu'un verre standard, et au client une raison d'accepter un prix supérieur pour un meilleur confort, une adaptation, une protection ou un objectif médical. On peut citer par exemple des verres spécifiques pour le ralentissement de la myopie chez l'enfant. La deuxième brique d'Essilor est le réseau de laboratoires. Dans l'optique, l'innovation ne vaut que si elle peut être adaptée à une prescription individuelle. Le laboratoire transforme le design optique en produit utilisable. On retrouve sans surprise de la R&D dans le surfaçage, le traitement, le taillage, le montage, le contrôle qualité et la livraison. L'objectif est important, l'entreprise se rend utile pour le client et pour l'opticien. De cette relation découle une meilleure exposition des gammes pour les professionnels. Luxottica est fondée en 1961 par Leonardo Del Vecchio à Agordo. La logique d'entreprise est ici différente. Elle part de la monture, du design, de la production et de la distribution. Elle est visible sur le visage et elle porte une image sociale. Elle est au cœur de l'entreprise. Luxottica a construit sa puissance en contrôlant progressivement la production, les licences, les marques propriétaires et le retail, c'est-à-dire ici vente au détail ou grand public. Ray-Ban et Oakley sont les deux actifs les plus importants de Luxottica. Ray-Ban donne une marque lifestyle mondiale immédiatement reconnaissable. Oakley donne une emprise forte sur le sport, la performance et la protection. Les licences de luxe ajoutent une couverture de mode et de prix, avec entre autres Prada, Chanel, Armani, Dolce Gabbana, Burberry, Moncler, Ferrari et d'autres selon les périodes. Cette combinaison permet à Luxottica de vendre des lunettes comme objet de style avant tout. Elle est donc à contre-pied d'Essilor qui est dans l'équipement optique. Luxottica a aussi construit un accès direct aux clients avec des enseignes de magasins comme Sunglass Hut, LensCrafter, OPSM, Pearly Vision, Target Optical et d'autres. Cela change la nature économique du groupe. Un fabricant qui vend seulement à des distributeurs dépend du canal. Un acteur qui possède aussi des magasins comprend mieux le trafic, verticalise sa chaîne de production de valeur, a un meilleur levier sur les prix, a des collections qui tournent, augmente la conversion et le comportement consommateur. En revanche, le côté magasin et vente directe ajoute des coûts fixes et rend le modèle plus cyclique avec les loyers, le personnel et les stocks à gérer. Ce business relève plus de la consommation discrétionnaire. En 2018, Essilor et Luxottica fusionnent. La fusion de 2018 n'est pas seulement une opération de taille, elle réunit deux manques et crée une force tangible sur le plan industriel. Essilor avait la profondeur technologique des verres et des laboratoires, mais moins de contact direct avec le consommateur final et moins de marques mondiales de montures. Luxottica avait la puissance des marques, des montures et du retail, mais pas la même profondeur scientifique dans les verres ophtalmiques. Le rapprochement crée donc une logique de paire complète. Verre, monture, marque, laboratoire, distribution et service. L'objectif est donc redoutable. Il est de capter plus de valeur sur toute la chaîne grâce à l'intégration verticale.
Le groupe peut fournir un opticien indépendant, alimenter ses propres enseignes, vendre en ligne, lancer une nouvelle monture Ray-Ban, y intégrer des verres correcteurs Essilor, proposer des traitements de verre premium et récupérer les retours du marché. Cette intégration est la source principale du leadership. Elle est aussi la source de la complexité future. Grand Vision est acquise par le groupe EssilorLuxottica en 2021. Elle vient renforcer la partie distribution. L'intégration de ce réseau de milliers de boutiques dans de nombreux pays continue d'exposer le groupe aux clients. Ce réseau de retail optique contient des magasins, des enseignes locales, des opticiens, lentilles, paires solaires, services, e-commerce et logistique de proximité. Grand Vision apporte surtout de la densité, notamment en Europe. Avec son intégration, EssilorLuxottica passe d'un groupe déjà verticalisé à une plateforme beaucoup plus présente dans le parcours final du client. Si on veut définir plus précisément le retail optique, c'est l'activité qui met le consommateur en face d'un professionnel, d'un examen de vue ou d'un conseil, puis qui organise le choix de la monture, le choix des verres, la prise en charge éventuelle par assurance ou mutuelle, l'ajustement, la livraison et le service après-vente. Dans ce sens, un magasin LensCrafter, Vision Express, Apollo, Grand Optical ou Général d'Optique n'est pas seulement un point de vente, c'est le point de chute final de toute la chaîne de valeur établie en amont. Cette proximité avec le client ou patient est essentielle. J'inclus patient car il faut bien garder en tête qu'il y a une réalité médicale pour une grande partie des clients. La contrepartie est directe. Le côté retail coûte cher. Comme on l'a déjà dit, les magasins ont des loyers, des équipes, des stocks, des systèmes et une dépendance au trafic de clients. Le Covid l'a montré. La vision reste un besoin structurel, mais un magasin fermé ne vend pas. Grand Vision renforce donc l'accès aux clients, mais augmente le risque d'exécution. Après la fusion d'Essilor et Luxottica, ainsi que l'intégration de Grand Vision, le groupe ne se contente plus de consolider l'optique. Il se permet d'étendre son domaine d'activité dans le domaine de l'œil au sens général. Stellest pousse dans la gestion de la myopie. Ray-Ban Meta et Oakley Meta transforment la lunette en objet d'IA, audio et de capture. Nuance Audio intègre l'aide auditive dans une monture avec des capteurs et haut-parleurs. On peut également citer Heidelberg Engineering, que le groupe détient à hauteur de 80% depuis 2024. Cette entreprise développe et vend, pour faire simple, du matériel médical de haute valeur, notamment pour de l'imagerie médicale avec les logiciels associés à destinée des ophtalmologistes, ce qui immisce le groupe du côté des professionnels de santé. On peut également citer Espansione, qui est similaire mais spécialisé dans d'autres pathologies de l'œil. Retinae développe des logiciels d'aide au diagnostic par l'IA appliqués à l'ophtalmologie. Optegra exploite 70 cliniques et hôpitaux ophtalmologiques en Europe. Signify a un réseau de 15 centres ophtalmologiques en Belgique. On comprend donc que par ces acquisitions, le groupe souhaite avoir une partie de biotech médicale, d'exposition clinique et patients. Le groupe souhaite également occuper une place auprès des professionnels non associés par l'outillage et les services numériques. Fait surprenant, le groupe a également acquis en octobre 2024 la marque de vêtements Supreme, selon le management, dans le but d'étendre les profils de clients et d'avoir un accès dessus. Le changement de régime devient visible en 2025. EssilorLuxottica publie 28,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, indique plus de 7 millions de lunettes avec IA vendues sur l'année et poursuit au premier trimestre 2026 avec une croissance de 10,8% à taux constant. Mais la marge 2025 recule. C'est le point central. Les nouvelles catégories accélèrent la croissance, mais elles ne prouvent pas encore qu'elles auront la même qualité économique que les verres premium historiques. Alors que vend réellement le groupe ? Le cœur du business est le verre ophtalmique. On retrouve sans surprise de nombreux types de verres médicaux, dont des verres pour ralentir la myopie chez l'enfant, des verres anti-fatigue, anti-écran, des verres photochromiques qui deviennent plus ou moins opaques en fonction de la luminosité, des verres solaires et polarisants. À cela, il faut ajouter toute la gamme de traitements de verre avec de l'anti-reflet, anti-rayure, anti-salissure, anti-UV ou lumière bleue. Dans la logique d'intégration verticale, le groupe vend également une grande quantité de montures de marques propriétaires ou sous licence. Il faut également ajouter les montures axées santé, comme celles avec l'aide auditive intégrée. Il faut également inclure les montures tech avec les Ray-Ban Meta et les Oakley Meta, à garder en tête que tous ces produits sont disponibles à l'achat en magasin ou en e-commerce. Comme nous l'avons déjà dit, le groupe se rapproche des opticiens en leur proposant en plus de l'outillage pour les boutiques. Dans le même principe, le groupe a une activité MedTech dans son domaine d'activité, avec de l'outillage médical à haute valeur et des cliniques. EssilorLuxottica bénéficie donc d'une très grande diversité de produits dans différents domaines de l'œil. Elle se place clairement en tant qu'entreprise verticalement intégrée et premium. Le client final achète pour 5 raisons principales. Il achète pour voir mieux, pour protéger ses yeux, pour porter une marque, pour simplifier son parcours d'achat et parfois pour accéder à une nouvelle fonction comme l'IA ou l'audition.
L'opticien indépendant achète autre chose. Il cherche un fournisseur fiable avec des verres de qualité, des montures demandées, des outils de mesure, des délais, des formations avec la plateforme Leonardo, des programmes commerciaux et une marge vendable. Les enseignes propres cherchent à convertir le trafic en paire complète. Les professionnels de santé veulent de la preuve clinique, des instruments et de la fiabilité. Les partenaires technologiques veulent un objet portable que les gens acceptent vraiment de mettre sur le visage. Le cœur du business reste donc le verre ophtalmique et la solution visuelle complète. C'est ce cœur qui rend le modèle défensif. Les marques, le solaire, le retail, les wearables et la medtech renforcent ou élargissent le modèle, mais ils doivent rester reliés à ce noyau. Si le groupe se mettait à courir après toute technologie portable sans lien fort avec la vision, il perdrait la discipline qui a fait sa qualité. Concernant la qualité intrinsèque du business, le business est concret. Des centaines de millions de personnes ont besoin de corrections visuelles, de protection solaire, de confort optique, de montures et de services. Le besoin est durable. La myopie progresse dans plusieurs régions, la presbytie accompagne le vieillissement, les écrans augmentent les exigences de confort et la protection de l'œil reste un sujet de santé. Cette base rend le secteur plus solide qu'un marché de mode pur. La qualité vient du fait que le produit peut être à la fois nécessaire et différencié. Une correction visuelle de base peut être banalisée, mais le groupe s'est efforcé de proposer des solutions attrayantes et différenciées. Le client ne comprend pas toujours la technologie, mais il ressent l'usage. Il ne voudrait pas de verre anti-rayures. C'est également une entreprise où la qualité peut être vécue et racontée par le bouche à oreille. Le solaire, les montures premium et le retail sont plus cycliques et discrétionnaires. C'est en partie un des leviers majeurs de pricing power du groupe. Ce pricing power passe en grande partie par de grandes marques de montures qui justifient les prix. On l'aura compris, l'entreprise est robuste via son savoir-faire optique, ses marques, ses laboratoires, son réseau professionnel, sa distribution mondiale, les licences, la R&D et la capacité industrielle. C'est cette accumulation qui rend l'entreprise intéressante. Un seul de ces éléments ne suffirait pas. L'ensemble forme une position difficile à attaquer frontalement. Étant donné la diversification de l'entreprise, elle se fait attaquer individuellement par produit ou domaine spécialisé par de nombreux acteurs plus petits. Si la concurrence est réelle, on ne peut pas en dire autant sur la menace. Nous n'allons pas revenir sur la qualité d'Essilor-Luxottica et sa différenciation. Le groupe occupe une place de leadership par une combinaison de taille, de périmètre et de contrôle de la chaîne. En 2025, Essilor-Luxottica déclare 28,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 200 000 salariés, environ 18 000 magasins, 600 sites opérationnels, une présence dans 150 pays et 300 000 professionnels de la vue servis. À côté, Filman annonce 2,435 milliards d'euros de ventes et environ 1300 magasins. National Vision annonce 1,99 milliard de dollars de revenus et plus de 1200 magasins. Safilo est autour de 983 millions d'euros de ventes en 2025. Marcolin publie 416,6 millions d'euros sur 9 mois en 2025. Zeiss est beaucoup plus grand que ses acteurs avec près de 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires du groupe en 2024-2025. Mais ce groupe est diversifié dans la lithographie, la métrologie, la medtech et d'autres activités. Il n'a pas le même périmètre intégré avec verre, monture, retail mondial, marque grand public. Oya est aussi un concurrent sérieux dans les verres, mais son chiffre d'affaires du groupe se partage entre Lifecare et Information Technology. Aucun de ces acteurs ne reproduit à lui seul Essilor plus Luxottica plus Grand Vision. Alors sur quoi se joue la concurrence? Sur la qualité et le service pour les verres progressifs, la livraison en laboratoire et l'adaptation. Sur la marque pour les montures et le solaire. Sur l'emplacement, le trafic et le remboursement pour le retail. Sur la preuve clinique pour la myopie et la medtech. Sur le logiciel, les données et l'écosystème pour les lunettes avec IA. Essilor Luxottica est fort parce qu'elle peut jouer sur plusieurs de ces terrains. Elle est vulnérable lorsque la concurrence déplace la valeur vers un terrain où il est moins dominant, notamment le logiciel ou les plateformes tech, d'où la collaboration avec Meta. Chacune de ces entreprises apporte son expertise. L'attaque par le bas existe également avec des verres génériques, des sites en ligne, des chaînes discount et des marques distributeurs. La réponse d'Essilor-Luxottica est de rendre visible la différence et la désirabilité de ces produits. Si cette différence n'est plus comprise par le client ou par l'opticien, la prime se réduit. L'attaque par le haut vient de la tech. Si les lunettes deviennent un terminal d'IA, la bataille se portera sur l'assistant, le système, les données, les développeurs et les services. Essilor-Luxottica doit alors définir sa place et son rôle à jouer dans cette guerre de l'IA portable. Doit-elle proposer des solutions à des entreprises tech ou créer elle-même ses propres produits et logiciels? Cette question se pose pour le successeur des Ray-Ban Meta. Dans ce champ, ce succès des Metaglass a lancé une course. Apple travaillerait sur une monture du même genre par exemple. Alors quel est l'avantage compétitif du groupe? Pourquoi ne se fait-il pas simplement copier? Est-ce qu'Essilor-Luxottica a un moat? Et de quelle taille?
Grâce à nos premiers éléments d'analyse, on peut affirmer que l'entreprise possède un moat. Ce moat est assez large pour être confiant dans l'entreprise sur un horizon long terme. Le premier pilier est la marque. Ray-Ban, Oakley et Persol permettent au groupe de vendre des lunettes avec un pouvoir de prix supérieur à celui d'un fabricant générique. Ray-Ban donne aussi une légitimité aux lunettes connectées, qui sont en tant que telles assez peu attractives de prime abord. Le client achète ainsi une vraie Ray-Ban équipée de fonctions intelligentes, chose assez atypique jusqu'à présent. Oakley joue le même rôle dans le sport. À ses marques propriétaires, il faut bien comprendre que l'entreprise produit sous licence des montures pour des marques de luxe. Elle capte donc de la valeur et fait de la rétention concernant les potentiels concurrents. Toute entreprise qui a besoin de produire des lunettes et dont ce n'est pas le secteur d'activité se tournera vers des entreprises spécialisées comme Essilor Luxottica. Il est bien plus rentable de travailler avec ce groupe que de faire cavalier seul ou d'essayer de le concurrencer. Le deuxième pilier est la distribution. Essilor Luxottica dispose d'un accès massif au marché via ces canaux que nous avons déjà évoqués. Cet accès rend les lancements plus puissants. Un concurrent peut développer un bon verre ou une bonne monture. Il aura beaucoup plus de mal à les déployer aussi vite et aussi largement. Le réseau permet de maximiser de facto les nouveaux produits ou nouveautés à faible taux de conversion. Le troisième pilier est l'expertise dans les verres. Le groupe vend de la personnalisation, du confort visuel, des traitements et tout type de verres médicaux et spécialisés. Cet ancrage médical rend une partie du modèle plus défensif que les montures solaires ou les produits de mode. Le quatrième pilier est l'intégration verticale massive. Dès le départ par la conception, la recherche et le développement jusqu'à la distribution en magasin, sans oublier la production, cette intégration permet de capter plus de marge, de mieux piloter les lancements, de réduire certains coûts et d'améliorer les délais entre la prescription, la commande et la livraison. Le mode tient donc à l'effet système. L'ensemble de tous ces éléments font qu'Essilor Luxottica est un leader mondial des lunettes. Un concurrent peut attaquer un maillon, mais reproduire l'ensemble demanderait des marques mondiales, une puissance industrielle, un réseau commercial dense et des décennies de relations avec les professionnels de la vue. Cet avantage compétitif semble donc très difficile à reproduire dans la décennie. Le groupe doit donc à présent protéger ses avantages et s'étendre. A noter que le groupe semble vouloir occuper une place particulière dans la medtech ophtalmique. Le management semble avoir une logique stratégique identifiable. Elle s'attelle à construire une plateforme de santé visuelle et de technologie portée sur le visage. La ligne est cohérente si on reprend les fusions-acquisitions. Fusion Essilor Luxottica pour combiner verre et monture. Grand Vision pour renforcer le retail optique. Ray-Ban Meta et Oakley Meta pour les lunettes avec IA. Stellest pour la myopie. Nuance Audio pour l'audition. Heidelberg Engineering et les cliniques pour la medtech. Ce n'est pas une succession aléatoire d'effets d'annonce, mais une trajectoire stratégique définie. Le point positif est que cette stratégie part d'actifs réels, et Essilor Luxottica n'invente pas un récit technologique à partir de rien. Le groupe possède déjà les marques, les verres, les magasins, les laboratoires, les opticiens et la production. C'est ce qui rend crédible le discours sur les lunettes intelligentes et la santé visuelle. Un acteur tech peut avoir l'IA, mais pas la même légitimité optique ni la même désirabilité de monture. Le point de vigilance est l'ambition. Le groupe peut devenir trop large ou incohérent. L'exemple le plus franc est l'acquisition de Suprême. Bien que pas illogique, elle peut se discuter. Ainsi, chaque élément peut se défendre, mais l'ensemble exige une discipline forte et une direction long terme. Le management doit prouver qu'il construit une architecture cohérente, pas un conglomérat de tout ce qui touche au visage, à la vision et au consommateur. Il faut vraiment surveiller la direction sur sa capacité à maintenir une cohérence et discipline. L'actionnariat d'Essilor Luxottica reste marqué par l'héritage de ses deux fondateurs historiques, Luxottica d'un côté et Essilor de l'autre. Le premier bloc actionnarial est lié à la famille Del Vecchio, héritière du fondateur de Luxottica. Même si certains tableaux affichent encore le nom de Leonardo Del Vecchio, il est décédé en 2022. Il faut surtout comprendre qu'il s'agit du bloc familial contrôlé via la holding Delphine et la succession de Del Vecchio. Ce bloc représente environ un tiers du capital, ce qui en fait l'actionnaire de référence du groupe. Le deuxième élément important est l'héritage d'Essilor. Une part du capital reste associée à l'actionnariat salarié et aux structures issues d'Essilor International à hauteur de 4,5%. Cela reflète l'histoire plus collective d'Essilor où les salariés ont longtemps joué un rôle important dans le capital et la culture d'entreprise. Le reste du capital est détenu par de grands investisseurs institutionnels comme Capital Group, Norges Bank, BlackRock, Aviva, Amundi ou DWS, ainsi que par le flottant du marché. Ces investisseurs apportent une discipline financière classique, mais aucun ne pèse autant que le bloc Del Vecchio. Cette structure donne à Essilor Luxottica une gouvernance relativement stable. La présence d'un actionnaire familial de long terme peut soutenir des décisions qui demandent plusieurs années pour produire leurs effets. En contrepartie, cette stabilité doit être surveillée.
Il faut donc juger si cette stabilité produit de bonnes décisions, notamment par des acquisitions bien intégrées, une dette maîtrisée, des marges préservées, une transparence financière et une capacité à abandonner rapidement les projets qui ne créent pas de valeur. Les chiffres confirment le changement d'échelle des Sealers Luxottica. À noter que les chiffres publiés par l'entreprise sont souvent ajustés et donc divergents des chiffres comptables qu'on peut trouver. Je vais donc utiliser des chiffres ajustés par l'entreprise. Le chiffre d'affaires passe d'environ 17,4 milliards d'euros en 2019 à 28,5 milliards d'euros en 2025. Cela représente une hausse d'environ 64%, soit une croissance annualisée proche de 8,6%. Cette croissance appuie l'idée d'un modèle renforcé. Le groupe ajoute progressivement les lunettes connectées, la medtech, les instruments, les cliniques et les logiciels. En 2025, les lunettes IA auraient déjà représenté environ 6 à 7% du chiffre d'affaires, selon les estimations Morningstar, avec plus de 7 millions d'unités vendues. Mais la marge montre la contrepartie. La marge opérationnelle ajustée annoncée par le groupe recule autour de 15,7% en 2025, alors que le groupe visait auparavant 19 à 20% à l'horizon 2026. L'écart est important et signifie que la croissance récente est réelle, mais qu'elle provient en partie de catégories moins rentables ou encore en phase d'investissement, notamment les lunettes IA. Le cash flow reste solide. Le free cash flow atteint environ 2,8 milliards d'euros en 2025, soit près de 10% du chiffre d'affaires. Cela montre que le modèle continue de convertir une partie importante de ses ventes en cash malgré les investissements, les acquisitions et la montée des nouvelles catégories. La dette nette reste également maîtrisée avec un ratio dette nette sur EBITDA autour de 1,7. La dette représente donc environ 20 mois d'activité opérationnelle. Le groupe conserve donc une capacité d'investissement sans apparaître excessivement endetté. La lecture financière est donc ambivalente. D'un côté, la croissance valide le renforcement qualitatif, de l'autre, la baisse de marge rappelle que toutes les croissances ne se valent pas. Une lunette IA, une clinique, un logiciel médical ou une activité d'audition peuvent renforcer le groupe stratégiquement, mais seulement si ces activités atteignent à terme une rentabilité suffisante. On pourrait également être dans une phase d'amortissement et de consolidation avant d'exploiter plus pleinement le pricing power. Le groupe a donc déjà prouvé sa capacité à croître et à générer du cash. Il doit maintenant prouver que sa diversification dans l'IA, l'audition et la medtech peut retrouver une logique de marge comparable à celle du cœur de l'optique. Concernant les risques majeurs, le premier risque est la banalisation d'une partie de l'offre. Les verres simples et les montures les plus basiques restent exposés à la concurrence par le prix, notamment de la part des acteurs en ligne, des chaînes discount et des marques distributeurs. La défense du groupe repose sur la premiumisation, mais celle-ci doit rester justifiée par des avantages perceptibles. Il faut également dire qu'entre des montures génériques et des produits de marque, ce ne sont pas forcément les mêmes profils de personnes. D'une certaine manière, la présence de ces marques génériques est la raison d'être différencié et de se placer sur un segment plutôt premium. Le deuxième risque est la dépendance technologique liée aux lunettes intelligentes. Ray-Ban Meta et Oakley Meta constituent aujourd'hui l'une des principales sources de croissance du groupe, mais la technologie, l'intelligence artificielle et une partie de l'écosystème logiciel restent contrôlées par Meta. Si les lunettes connectées deviennent une catégorie majeure, la question centrale sera celle du partage de la valeur entre les fabricants de matériel et les propriétaires des plateformes numériques. La banalisation des lunettes augmentées pourrait donner envie aux acteurs tech de voler de leurs propres ailes. Le troisième risque concerne l'exécution de la stratégie MedTech et plus largement de sa diversification. Cette logique est cohérente, mais ces métiers sont différents de la fabrication de verres ou de montures. Le groupe devra démontrer qu'il peut créer autant de valeur dans ses nouvelles activités que dans son cœur historique. Le quatrième risque est réglementaire. Les lunettes connectées soulèvent des questions de vie privée liées aux caméras, aux microphones et à l'intelligence artificielle. Les activités médicales ajoutent des contraintes supplémentaires en matière de données de santé, de responsabilité clinique, de certification des dispositifs médicaux et de conformité réglementaire. À mesure que le groupe se rapproche de la santé et du logiciel, son exposition réglementaire augmente. Le cinquième risque concerne les relations avec les opticiens indépendants. Essilor Luxottica vend ses produits à des milliers de professionnels tout en exploitant ses propres réseaux de distribution. Cet équilibre doit être d'une certaine manière profitable aux deux parties. Si les opticiens perçoivent le groupe comme un concurrent captant progressivement davantage de valeur, ils pourraient favoriser des solutions alternatives. Le sixième risque est celui du retail. Les magasins apportent proximité, service et contrôle de l'expérience client, mais ils introduisent également des coûts fixes importants. La croissance du réseau n'a de sens que si elle s'accompagne d'une amélioration de la productivité par magasin, d'une montée en gamme des ventes et d'une fréquentation acceptable. Le septième risque concerne les licences de marque. Une partie importante de l'activité monture repose sur des accords avec des maisons de luxe comme Prada, Chanel, Armani ou Tiffany.
Ces licences ne sont pas détenues par EssilorLuxottica et peuvent être renégociées ou transférées à d'autres partenaires. Les marques propres du groupe limitent ce risque, mais la perte d'une licence majeure pourrait affecter la croissance ou la rentabilité de certaines catégories et ainsi éroder le moat. Le huitième risque est l'allocation du capital. La multiplication des acquisitions peut renforcer le modèle si chaque actif ajoute une brique cohérente à l'écosystème. Elle peut aussi diluer la qualité du groupe si les nouvelles activités sont mal intégrées ou ne dégagent pas des rendements suffisants. Le véritable enjeu n'est pas la taille du périmètre, mais la capacité de chaque acquisition à renforcer le moat existant. Enfin, le risque le plus concret est celui de la rentabilité. La croissance du chiffre d'affaires est visible, mais elle ne crée de valeur que si les nouvelles catégories atteignent à terme des niveaux de marge satisfaisants. Les lunettes intelligentes, l'audition, les logiciels médicaux ou les cliniques doivent démontrer qu'ils peuvent contribuer durablement aux bénéfices du groupe. Une croissance rapide, accompagnée d'une dégradation permanente des marges, affaiblirait la qualité économique du modèle malgré l'expansion du périmètre. Au-delà de ces risques spécifiques, EssilorLuxottica reste exposé aux aléas classiques des grandes multinationales, conjoncture économique, devises, inflation, commerce international et perturbations logistiques. Ces facteurs influencent les résultats à court terme, mais ne constituent pas le cœur de la thèse d'investissement. Alors quel est le verdict? À 5 ans, EssilorLuxottica a de fortes chances de rester leader mondial des lunettes au sens traditionnel. La base est trop large pour être facilement renversée. Les concurrents peuvent gagner du terrain sur certains segments, mais aucun ne semble capable de reconstruire toute la plateforme dans un délai court. À 10 ans, le leadership reste probable, mais dépend de l'exécution. Les questions décisives seront la rentabilité des lunettes avec IA, la diffusion des différentes gammes de produits et l'équilibre avec les opticiens indépendants. Si le groupe garde la confiance du canal professionnel tout en renforçant ses propres magasins et ses plateformes digitales, le moat s'élargira. S'il crée trop de complexité ou de méfiance, il restera grand, mais plus vulnérable. À 20 ans, le leadership est possible mais non garanti, parce que le mot lunette peut changer de sens. Si la lunette reste principalement un objet de correction, de protection et de style, et si leur Luxottica est très bien placée. Si elle devient un terminal d'IA, de réalité augmentée, de données de santé continue, la concurrence avec les plateformes technologiques devient centrale. Dans ce scénario, EssilorLuxottica doit éviter de devenir seulement le fournisseur de montures désirables pour des écosystèmes contrôlés par d'autres. Le verdict final est donc favorable mais conditionnel au long terme. EssilorLuxottica possède aujourd'hui la meilleure position mondiale pour rester leader des lunettes, parce qu'elle contrôle plus de couches que ses concurrents. Le danger principal n'est pas l'absence de marché, le danger est l'exécution de la trajectoire stratégique. EssilorLuxottica est donc une entreprise de qualité, construite sur des actifs réels et difficiles à copier. Elle devrait rester dans le leadership à court et moyen terme. À long terme, elle restera leader seulement si la technologie renforce son cœur optique au lieu de le diluer. Le groupe doit utiliser l'IA, l'audition et la medtech pour vendre de meilleures solutions de vision et de santé sensorielle, pas pour devenir un conglomérat de produits portés sur le visage. Il va donc falloir surveiller les différentes marges, la dette et les allocations de capital. Il faudra également être attentif à la rentabilité des lunettes IA et à la dépendance à Meta et aux autres acteurs technologiques. On pourra également garder à l'œil le côté medtech du groupe, qui peut être un bon relais de croissance. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à faire des retours en commentaire, vous abonner et liker la vidéo. On se retrouve pour un prochain sujet.